merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour commencer, je vais laisser la parole à M. Tellier, qui va présenter le CSN de Villette. Présenter en quelques mots. Au-delà et au milieu. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Centre sportif de Normandie. Évidemment, ravi de vous accueillir. On a traversé une période qui nous a évidemment compliqué un peu l'activité, mais on a reçu une claque, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à avancer. Donc vraiment, on est absolument ravis, toute l'équipe du CSN, de vous recevoir ici en ces lieux. Je crois que vous les connaissez déjà, il me semble que vous avez déjà fait un séjour de cohésion, d'intégration en début d'engagement. Ça prouve bien aussi votre présence, que le projet du CSN, il est certes sportif, mais pas que sportif. On est aussi sur un lieu éducatif, de formation, d'engagement. Et votre présence aujourd'hui en atteste. Alors pour le CSN, vous voyez, on est en pleine transformation. C'est aussi grâce à l'engagement total de la région, avec un investissement extrêmement fort sur l'équipement, qui va nous permettre aussi de nous projeter d'ici à 2024, certes dans la perspective des Jeux Olympiques, mais pas que. C'est aussi un lieu pour tous les acteurs normands, en premier lieu, avec un ancrage territorial fort. Je le répète, c'est aussi un lieu éducatif, de pratique sportive. Vous voyez, aujourd'hui on vous accueille. La semaine dernière, on accueillait un mouvement d'éducation et de jeunesse. Et la semaine prochaine, on va avoir le plaisir, ils ont confirmé leur venue, de l'accueil des équipes de France de judo masculin, avec la présence notamment de Teddy Rieder. Donc, je ne peux que vous... Le croisez pas parce que je ne peux pas le voir. Je pense qu'il faut éviter le défi, en tout cas, on s'en gardera bien, on fera le meilleur accueil possible, évidemment. Il me reste à vous souhaiter, j'allais dire comme au CSN, sans mauvais jeu de mots, d'excellents travaux. Et j'ai vu d'ailleurs, qu'ils nous y porteront un intérêt tout particulier. Il y a un axe d'orientation de vos travaux qui porte sur le sport et les pratiques sportives. Évidemment, si on peut en être contributeur et avoir aussi le résultat de ces travaux, nous les suivrons avec une grande attention, bien entendu. Bonne journée de travaux. Merci. Vous avez le micro. Invitez Madame Rousseau, si vous voulez, un petit mot. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver en vrai, parce qu'on s'est vu une fois en virtuel avec quelques-uns d'entre vous. Donc, c'est quand même plus agréable comme ça. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Agathe, qui nous a rejoint aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de réunion précédemment. Alors effectivement, comme l'a dit Frédéric, le confinement c'était un peu compliqué puisque c'est la période où vous deviez aller sur le terrain rencontrer les jeunes pour peaufiner votre projet. Ceci étant, vous avez quand même avancé et puis j'ai pu constater surtout votre motivation qui reste intacte sur le projet de conseil régional des jeunes. Maintenant, l'ambition c'est quand même de mettre en place des actions avant la fin du mandat. C'est vrai que la date est encore un petit peu floue là, pour l'instant, donc ça risque de perturber aussi un petit peu le déroulé. Mais bon, on va faire en sorte d'avancer avec vous tous ensemble. Voilà, merci à vous. Donc, merci Monsieur le Président de nous accorder un peu de temps ce matin. Merci Madame Rousseau d'être présente. Merci au service RNJ, service d'éducation aux médias, qui est là pour nous accompagner aujourd'hui et ce qui explique toutes ces caméras autour de nous. Merci Clément de nous accompagner pour l'avancée de nos projets. Merci Pauline. Merci à vous tous d'être présents et on excuse les absents d'aujourd'hui pour des causes professionnelles, les départs de vacances aussi qui viennent un peu jouer là-dessus. En tout cas, nous sommes tous impliqués à fond dans ce projet. Bienvenue Agathe qui nous rejoint aujourd'hui pour la première séance, notre première séance post-confinement. On est tous heureux de se retrouver après avoir travaillé ardemment pendant ces mois de confinement, tous ensemble. Donc aujourd'hui, la séance va se dérouler en deux temps. Un premier temps, on va parler de ce qu'on a fait pendant le Conseil régional des jeunes, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de ce mandat, et puis dans un second temps, avec un temps un peu plus d'échange sur la crise sanitaire, comment on l'a vécu et comment demain on pourra être amené face à cette situation de crise sanitaire. Alors, je vous propose de passer à la première période d'échange et je vais proposer à Vincent de nous présenter et de nous en dire un peu plus.
Bien, je te remercie Antoine. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous contents d'être ici aujourd'hui. Donc comme Antoine vient de le préciser, je vais vous faire un retour rapide sur ce que les travaux du CRJ depuis novembre 2019 sont. Donc dans un premier temps, nous sommes rassemblés pour le week-end d'intégration ici même à Ouigat, c'était le 16 novembre, c'était le 16 et le 17 novembre. Donc lors de ce week-end, nous avons pu prendre connaissance de chacun des membres du CRJ et ainsi aussi travailler sur la cohésion de groupe. C'était une occasion de faire de belles rencontres. Et je pense aussi, au-delà de construire une instance politique, enfin, une instance politique avec des propos apolitiques, c'était surtout l'occasion de créer une cohésion de groupe sincère, je pense, et de belles amitiés aussi. Et je voudrais vous en remercier. Ensuite, nous nous sommes réunis le 7 décembre 2019 pour une séance d'installation à Caen, où Monsieur le Président Hervé Morin, vous étiez présent lui-même. Donc, on a également pu visiter la Bibliothèque, qui est un bâtiment quand même, on peut dire, relativement magnifique. Puis le 11 janvier 2020, nous nous sommes rassemblés à Rouen pour la première fois, à l'Atrium, où nous avons pris connaissance des différentes thématiques, et nous avons également travaillé sur l'émission du CRJ, et notamment sur la proposition et la consultation. Puis enfin, le 8 février 2020, nous sommes rassemblés à Rouen, encore une fois, pour le salon régional de l'orientation et des métiers. C'est là-bas que nous avons retenu les trois thématiques qui sont aujourd'hui l'orientation, le sentiment d'appartenance à la Normandie chez les jeunes et le sport et la pratique sportive en Normandie par les jeunes. Nous avons également rendu un rapport au niveau de l'organisation du salon afin de pouvoir permettre l'animation de celui-ci. Comme Vincent l'a expliqué à l'instant, on a planché sur trois thématiques. Et bien, pour la première thématique, je propose à Morgane d'en dire un peu plus sur le sentiment d'appartenance aux jeunes Normands. Merci. Donc le premier projet, donc celui que nous, sur lequel on a travaillé, on est à peu près une dizaine. Donc tout d'abord, on a tous ceux qui ont choisi et intégré ce projet, ce sont des personnes qui avaient un intérêt pour tout ce qui était le patrimoine normand, un côté assez événementiel, mais aussi avec une sensibilité sur pourquoi et comment valoriser le territoire et surtout donner aux autres jeunes normands envie de faire la même chose. Donc tout d'abord, on a commencé par un petit peu étudier comment les jeunes percevaient la Normandie, les mots-clés qui en ressortaient aussi. Après ça, on a pu débriefer un petit peu tous ensemble. Donc on a travaillé sous forme de tableau, on avait répertorié tous les secteurs, on avait trié tous les mots. Et en fait, à partir de ça, on en a découlé nos thématiques naturellement. Donc comment permettre aux jeunes Normands de développer leur sentiment d'appartenance à la Normandie, mais aussi de s'informer et de mieux connaître leur territoire pour devenir de meilleurs ambassadeurs. Donc à partir de ça, on a commencé à recenser les idées de tout le groupe et on a pu en tirer deux concepts donc, hypothétiques, si on peut dire. Donc le premier, c'était une sorte d'échange, un petit peu comme une correspondance entre jeunes, donc dans les différents départements de la Normandie, afin de faire, pourquoi pas, découvrir chez soi à quelqu'un d'autre. Notamment, on a remarqué que beaucoup de jeunes aimaient, par exemple, parler des plages de débarquement, mais beaucoup n'y avaient pas été à proprement parler. Et une autre idée qui, visiblement, après avoir sondé un petit peu quelques jeunes de façon un petit peu aléatoire, a beaucoup plu. C'était une idée de journée à thème sur le territoire. Donc c'est en fait une journée normande où on va travailler autour d'un thème, donc ça peut être très bien l'histoire, l'économie, et en fait avancer dans ce sens et construire la journée autour d'un thème en faisant découvrir des endroits, mais aussi des artistes ou pourquoi pas des produits locaux. Et donc ça c'est un concept qui a beaucoup plu parce qu'en fait pour appuyer nos propos, on a tout simplement préparé un questionnaire, donc une trame de questionnaire, qu'on a testé auprès de certaines personnes de notre entourage, ou pas d'ailleurs, mais des jeunes qui sont âgés entre 15 et 25 ans. Et donc on leur a proposé les deux idées, et c'est celle-ci qui a beaucoup fait parler. Et donc ça reste pour l'instant une phase de test.
On attend de pouvoir lancer le questionnaire à grande échelle au niveau de la Normandie, à d'autres jeunes, sur les réseaux sociaux, etc. pour construire et étoffer un projet autour de ça, et que ça puisse être un projet qui représente les jeunes, qui parle aux jeunes, et en même temps qui parle de Normandie. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui, pour ce qui concerne l'attractivité du territoire chez les jeunes. Et alors, une journée normande, vous l'imaginez comme un peu la journée du patrimoine, c'est ça? Oui, en quelque sorte. En fait, ce serait vraiment une journée, par exemple, si on choisit comme thème, on va dire, l'histoire. Ce serait par exemple, à tout hasard, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ça pourrait être une sorte de trajet où on commence par les plages du débarquement, après on va plus en retrait dans la ville, où il y a encore des petites rues anciennes aux alentours, et par exemple qu'il y ait des dégustations, des visites de boutiques d'artisans, des choses comme ça. Ce serait vraiment sensibiliser les jeunes à tout ce qui est normand, à tout ce qui est local, et leur montrer que on n'a pas forcément besoin de consommer des choses qui ne viennent pas de chez nous, parce que chez nous on a vraiment toute cette sensibilité-là en fait. Et on le peut voir parce que depuis le confinement on ne consomme plus du tout de la même façon, et on est beaucoup, d'après les retours qu'on a pu avoir en tout cas, à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe en Normandie. Donc, voilà. D'accord. Mais comment on fait pour arriver à les mobiliser? Parce que l'idée est bonne, mais comment on fait comment on crée les conditions pour que les jeunes se disent tiens, cette journée-là. Alors ça reste encore à préciser, mais on a commencé à en discuter et on se disait que déjà on regardait les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes étaient plus présents, donc déjà ça serait touché en cible primaire les jeunes, donc soit par Instagram, soit par Facebook, soit tout simplement dans les établissements d'enseignement, par passer des informations, des communiqués, ou même sur le site de la région. Après, ça pourrait être aussi par des cibles plus relais, donc que ce soit les parents, les familles qui sont informés, soit dans les établissements comme les mairies ou les choses comme ça. Et après, pourquoi pas travailler encore avec d'autres cibles, mais ça, c'est vrai que c'est la partie sur laquelle on s'était plus ou moins arrêté avant aujourd'hui. Alors, on imagine ça, j'essaie d'être pratico-pratique, je trouve que l'idée est intéressante. Le Rouennais, on l'imagine avoir, je sais pas, un billet gratuit, par exemple, lui permettant de prendre le train et d'aller visiter Granville et d'aller visiter et le patrimoine aux alentours de Granville. C'est comme ça que vous imaginez l'histoire, c'est ça? Oui, c'est ça, mais en fait, on traçant vraiment la journée un petit peu en proposant des points clés pour la journée. D'accord. Parce que la question, c'est comment les uns et les autres se déplacent d'un point A au point B, quoi. Et c'est ça le sujet, c'est comment on arrive, à partir du moment, je sais pas, mettons qu'il y ait 5000 jeunes à Rouen qui disent moi ça m'intéresse d'aller visiter le patrimoine de la Manche et de l'Orne ou je ne sais quel endroit, comment on fait en sorte que ces 5000 jeunes puissent se déplacer de leur domicile jusqu'à l'endroit où ils veulent aller. Allez, c'est ça le sujet. En vélo, un peu long. Donc c'est vrai que ça c'est une réelle problématique sur laquelle on doit se pencher, ça c'est sûr. Après on ne savait pas non plus si c'était une partie qui potentiellement, ça serait organisé sur place, etc. Et que par contre les personnes intéressées y allaient de leur plein gré, ou si derrière il y avait quelque chose de plus poussé et plus organisé sur ce point-là. Parce qu'on peut imaginer que le Rouennais va venir visiter le patrimoine de Rouen qu'il n'a pas forcément visité, ça c'est le premier cas de figure, bon. Mais peut-être encore plus intéressant, c'est que le Haut-Normand, enfin l'ancien Haut-Normand, puisse mieux connaître la Basse-Normandie et inversement. C'est aussi ça. Oui, c'était aussi tout l'intérêt, c'est vraiment cette idée-là, et elle est vraiment venue des échanges qu'on a pu avoir avec certains jeunes qui disaient moi je ne connais pas forcément ce qu'il y a autour de chez moi, mais aussi beaucoup qui avaient encore la plage haute et basse Normandie, et disaient moi la haute Normandie j'y vais pas forcément beaucoup, et inversement moi l'ancienne basse Normandie j'y vais pas forcément beaucoup, et pourtant ils nous parlaient d'endroits de l'autre partie de la Normandie qu'ils connaissaient seulement de nom. Et ils disaient, mais c'est vrai que je pourrais y aller, mais j'ai pas forcément eu l'opportunité, et je voudrais bien ne pas y aller tout seul, ou qu'il y ait d'autres jeunes, ou qu'on m'apprenne des choses. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup. Mais vous imaginez ça comment, vous qui avez toujours là-dessus?
peut-être un élément qui vous sera présenté. Ah, pardon. Les travaux sont en cours et ont été un peu retardés du fait du confinement, donc tout ça va être réfléchi jusqu'à priori calendrier en fin d'année, où là vous aurez des propositions qui vont être soumises. Après, effectivement, il y a des idées, il y a forcément du lien à FENO à faire, c'est pour ça que je viens de faire SMS à messieurs les là pour que les jeunes membres du CRJ puissent découvrir aussi tout ce qui se fait et ce qu'on ne connaît pas en Normandie. Je pense que c'est l'esprit de FENO, vous pouvez en dire deux mots. Et après, il y a une réflexion qui m'est soufflée par mon voisin de droite, c'est comment Atout Normandie pourrait contribuer à ça. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut un budget derrière, mais via Atout Normandie, on touche directement 150 000 jeunes normands, potentiellement une cible de 400 000. On peut au moins leur adresser un message facilement. Alors, on peut communiquer avec eux facilement et on peut réfléchir à des modes de facilité d'accès de transport ou autre. Avec une journée, ça pourrait devenir un bon plan. Ouais. Et alors, l'autre idée, c'était le jumelage, c'est ça? Oui, c'était une sorte de correspondance où les Normands font vivre soit une journée, un week-end. Ça, c'est une idée qu'on a moins travaillée, qu'on a moins poussée parce qu'elle était moins. Elle était intéressante, mais. Je trouve que c'est pas très compliqué de demander aux maires des communes, enfin je teste ça devant vous, hein, j'ai pas réfléchi avant, de demander, j'ai été maire de ma commune, on me dit, ah bon, il n'y a pas grand chose à visiter, il n'y a pas idée, mais donc j'ai chose à visiter. Je trouve que c'est pas idiot qu'éventuellement il puisse y avoir des accords entre deux mairies, les incitant, et que chacun fasse l'effort d'accueillir 30 jeunes de Gournay-en-Bray à Romanche et 30 jeunes de Grandville à je sais pas où, enfin, à Évreux. Donc ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Dès lors qu'il y a des bonnes volontés auprès des municipalités, on pourrait imaginer, au lieu d'avoir des jumelages franco-allemands, d'avoir des jumelages normando-normands. Ce n'est pas impossible. Non? Sur des week-ends, les jeunes sont accueillis dans des familles. Non? Bah, c'est vos idées, hein, c'est pas les miennes. Hein. Ça peut l'air suspect. C'est qui? En fait, je suis vraiment d'accord avec vous. Et en fait, le problème, c'est qu'on a commencé à songer quelques Normands et ils n'étaient pas très favorables à ce projet-là. Ah oui? Donc, on a mis notre parenthèse pour le moment. On attend de pouvoir utiliser des. Merci, Antoine. On attend de pouvoir mettre à disposition les questionnaires qu'on a élaborés en ligne pour avoir plus de réponses et voir si justement on pousse le projet, on l'établit vraiment on le met à bout avant justement de le mettre en place et qu'au final on se rend compte que ça n'intéresse pas une grande partie de la population, ce ne serait pas utile du coup si personne au final ne veut l'utiliser. Parce que le but c'est quand même que ça soit utilisé au bout du compte. Mais on peut aussi, pour vérifier la pertinence du sujet, c'est l'expérimenter, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve 20-30 communes qui sont partantes, on incite dans cette histoire-là. On peut déjà trouver des communes dans lesquelles il y a des conseillers régionaux. Et on expérimente et on voit si on valide l'histoire. Ça pourrait être à faire. On attendait vraiment de pouvoir diffuser nos questionnaires pour avoir beaucoup plus de réponses parce qu'on a pu sonder, grâce à la communication, on a pu être autorisé à sonder quelques personnes de nos entourages, mais pas encore à diffuser nos questionnaires pour avoir vraiment un réel retour sur le terrain. Parce que là, on ne se rend pas compte. Personnellement, moi, de tous les retours que j'ai, ces deux projets, ils sont pas trop, c'est pas ceux qui m'intéresseraient le plus, ce serait beaucoup plus le concept de journée normande. Donc après à voir, je ne sais pas si d'autres personnes ont l'occasion de sonder des personnes de leur entourage d'ici là, mais en tout cas c'est le retour qu'on a eu pour le moment. Après à voir si on étudie ça de plus près. Moi je trouve ça plutôt bien. Là, je ne sais pas si vous savez, mais on fait un festival de l'excellence normande qu'on devait faire au printemps et puis avec le Covid c'est mort. Donc c'est à l'automne. C'était assez intéressant de voir qu'il y a eu quand même 25 000 Canettes, enfin, génération Canettes qui sont venus. Et bien souvent, en sortant de là, assez enthousiastes et découvrant une Normandie qu'ils ne connaissaient pas. Des grandes écoles, des labos, des centres de recherche, pas simplement le boudin noir de militaire. Bon, c'est bien, plutôt bien. Ça me paraît pratico-pratique. C'est un peu compliqué à monter, mais c'est pas impossible.
Non. En tout cas, on vous remercie pour ces remarques, on en prendra compte et puis on vous tiendra au courant de l'avancée. N'hésitez pas, passez-moi un coup de fil et dites-moi. Ok, non, mais c'est bien. Parce que les journées normandes pour la jeunesse, appelons ça comme ça, pour faire simple, ça peut être aussi un jour des journées normandes pour les adultes aussi. Quoi. Enfin, voilà, un peu comme journée du patrimoine, où on dit aux Normands, bah, découvrez votre région. Quoi. Et on ouvre tout. Quoi. On pourrait même imaginer des journées où les grandes structures, toutes les grandes structures culturelles ouvrent plus facilement. C'est aussi ça. Le patrimoine, il y a la culture. Non, c'est pas mal. Aussi, du fait de la période là, qui vient de se passer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes cet été qui ne vont pas partir à l'étranger et qui vont rester dans la région. Et de là, on peut se dire qu'on pourrait faire tout un travail dessus par rapport au transport, justement, pour faciliter l'accès aux différents endroits, que ce soit historique ou la gastronomie. Enfin, il y a tout un travail à faire là-dessus en parallèle pour les journées. Et là-dessus, on pourrait plus inciter les gens à faire des vacances normandes, du coup, et on partirait sur la formation, en vrai, j'ai envie de dire, d'ambassadeurs au sein de la région, et puis après, ces personnes-là, elles pourraient faire découvrir ça à d'autres personnes. Enfin, ça ferait en effet ambassadeur, forme quelqu'un, et l'autre personne devient elle-même ambassadrice, et là, ça prendra des proportions de plus en plus importantes. Ok. Bon. Non, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à l'écrire en termes de. Je dis ça aux collaborateurs pour vous donner un coup de main. C'est prévu. Vous avez vu ? Il y aura une phase de travail avec eux à partir du moment où toute la phase de consultation et élaboration. Sur le plan technique, on va forcément les accompagner dans l'élaboration de ce qui peut devenir après. Ok. Bon, top. Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un réel attrait des jeunes pour la Normandie et que ça va être un beau projet à mener et à mener à bout. Un deuxième sujet qui est l'orientation des jeunes Normands. Je vais laisser la parole à Nina. Merci Antoine. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les travaux réalisés par le groupe Orientation lors de ces derniers mois. Donc, tout a commencé. Alors, vous êtes réunis comment en visio alors en général ? Ouais, essentiellement. Alors, tout a commencé lors de notre rassemblement du 8 février à Rouen, à l'occasion du Salon de l'orientation et des métiers. Donc, ce jour-là, nous avons eu l'occasion de rencontrer Joël Killian et Karine Henry, deux agents de la région, qui nous ont présenté la stratégie régionale de l'orientation. C'est un document réalisé par les services régionaux l'année dernière. Donc, elles ont notamment insisté sur les 6 grands axes opérationnels de cette stratégie qui nous serviraient à baser notre action. En fait, le but premier était d'identifier les axes qui nous paraissaient les plus importants et d'en dégager les éventuelles premières absences sur lesquelles on pourrait fonder notre proposition d'action. Donc, à la suite de cela, on a défini les 2 problématiques à l'écran qui nous ont permis de cadrer notre travail, qui sont quels axes de la stratégie régionale de l'orientation sont-elles selon les jeunes les plus importantes et quelles actions pourraient venir étoffer cette stratégie. Donc, à la suite de cela, nous avons confectionné une trame que nous avons ensuite testée avec nos collègues du CRJ pour savoir si elle leur convenait. Et cette trame a ensuite été retravaillée et on s'en servira à l'occasion des rencontres territoriales qui auront lieu prochainement. Lors de ces rencontres territoriales, les jeunes seront invités à partager leur expérience d'orientation, à nous partager également leurs éventuelles attentes, leurs besoins, afin que l'on mette en place une action qui réponde le plus à leurs besoins. Donc à l'heure actuelle, nous avons déjà quelques idées d'actions que nous pourrions proposer concernant l'orientation. Donc tout d'abord, nous souhaiterions renforcer le dispositif Atout Normandie en facilitant la mobilité, parce qu'on se rend compte que concernant l'orientation, l'accès à l'information n'est pas forcément égal en fonction si on habite en ville ou bien plus en campagne. Donc on voudrait par exemple offrir un billet de train ou un billet de bus permettant de se rendre aussi bien à un salon de l'orientation ou bien faire un stage permettant de valoriser ces expériences qui peuvent être, ça peut être très valorisant les filières d'enseignement supérieur.
Ensuite, nous souhaiterions valoriser encore davantage les filières professionnelles dans la continuité de l'Olympiade des métiers, avec par exemple des conférences dans les lycées qui permettraient de mettre en valeur des métiers peu connus et donc d'ouvrir les horizons des élèves qui n'avaient pas forcément connaissance avant ces métiers-là. Ensuite, nous aimerions également développer la communication concernant l'orientation sur les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est un des moyens de communication les plus importants chez les jeunes, et l'information sur l'orientation est peu présente, ou en tout cas peu mise en avant. Du coup, on aimerait réaliser de courtes vidéos d'immersion dans les filières et formations proposées en Normandie, afin de valoriser les formations présentes en Normandie et éviter que les jeunes aillent dans d'autres régions pour effectuer leurs études. Enfin, notre dernier projet est un peu moins réaliste. On aimerait créer une plateforme collaborative sur le modèle qui existe déjà de Study Advisor. En fait, c'est une plateforme qui cherche à mettre en relation un élève d'un cursus en particulier, qui aurait comme rôle de conseiller un autre élève qui serait lui intéressé par ce cursus. Et le but, ce serait que cet élève conseille l'élève prétendant à ce cursus pour répondre à ses interrogations et l'aider à arriver au mieux à ce cursus. En fait, ce serait un peu une mise en relation ou un coaching personnalisé, si on veut, permettant à un élève d'être conseillé par un autre pour qu'il aboutisse son projet et arrive dans ce cursus souhaité. Cependant, il est important de mettre en avant que ces projets sont en aucun cas définitifs et seront amenés à évoluer suite à nos rencontres territoriales qui auront lieu prochainement, parce que nous, ce qu'on veut avant tout, c'est l'avis des jeunes, et si les jeunes nous disent que ça ne leur correspond pas, on abandonnera ce projet, ou on sera amené à le réévaluer pour que ça réponde au mieux à leurs besoins et à leurs attentes, parce que notre rôle, notre souhait, c'est que ce projet corresponde au mieux à leurs attentes. Alors, nous sommes là pour représenter les jeunes normands, et donc le projet devra les représenter en majorité. Voilà. On a travaillé, nous, cette semaine avec l'administration de la région, c'est une agence de l'orientation qui a été créée, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, il faudrait que vous voyiez Denis Le Boucher, je ne sais pas si c'est prévu, ou Karine, enfin, peu importe. Ça a déjà été fait avec Karine, Joël Kinia avant et Karine Henry, et donc Denis à nouveau dans la boucle. D'accord. Il y aura quelques personnalités. Denis un peu teste aussi les propositions. La dernière ne me semble pas complètement celle de cette espèce de tutorat, c'est ce qu'on essaie de faire avec une association dont la présidente est une jeune femme qui s'appelle et donc l'association s'appelle Chemin d'avenir, et on expérimente ça dans 4 lycées de mémoire, 2 dans l'Orne et 2 dans l'Eure, et Salomé Berlu. Et cette jeune femme donc a créé une association où ce ne sont pas les jeunes qui tuteur d'autres jeunes, ce sont des vieux comme moi qui tuteur les jeunes. Et en clair, chacun a son parrain. Et l'idée, c'est que au-delà d'un certain nombre de séances collectives pour ceux qui veulent rentrer dans cette histoire-là, de découverte, etc., c'est qu'ils puissent avoir un point relais, en quelque sorte quelqu'un dont il a le numéro de téléphone, qui a des réseaux, qui va l'aider à trouver un stage, qui va l'aider à trouver un maître d'apprentissage, qui va le conseiller sur la démarche scolaire qu'il veut entreprendre pour arriver à l'objectif qu'il s'est fixé, pour lui donner de l'ambition quand ce jeune estime que les difficultés sociales de sa famille rendent impossible de pouvoir aller dans tel ou tel parcours universitaire ou tel ou tel parcours dans l'école. Donc en clair, cette association-là, qui travaille un peu sur toute la France, avec les régions, les communes qui sont candidats, bâtit un peu un schéma qui est assez comparable. C'est des adultes au lieu d'être un jeune pour un jeune, mais on peut imaginer que ça peut être un jeune pour un jeune à un endroit, un adulte pour un jeune à un autre. Mais moi, j'y crois beaucoup. Quand j'étais ministre de la Défense, j'avais fait ça avec des lycées où les jeunes élèves officiers des grandes écoles militaires, en quelque sorte, donnaient du temps pour les élèves qui le souhaitaient. Et je pense que ça peut tout à fait avoir une chance. Souvent, quand on a... c'est très inégalitaire, en fait, cette période du stage, etc. Vous avez des enfants dont les parents sont capables de passer un coup de fil à un copain et dire « Tiens, si tu pouvais prendre mon fils, ce serait formidable. » Ou ma fille, quand même.
Et puis de l'autre, vous avez des enfants pour qui c'est extrêmement compliqué, des jeunes, c'est extrêmement compliqué. Donc cette idée-là n'est pas aussi... ça existe, il y a des tas d'initiatives en la matière, et deux, ça a vraiment du sens, parce que quand on est dans son village, c'est valable pour les quartiers politiques de la ville, mais c'est valable aussi pour les zones rurales, on a du mal à se dire que quand on est à Epen, dans mon village, on a forcément un peu de mal à imaginer qu'on puisse aller faire des études à Paris, aller dans un lycée spécialisé dans tel ou tel point de la France, aller sur une formation qui va vous amener à l'étranger, parce que les difficultés du quotidien font que globalement, on finit par s'enfermer dans son cadre. Et donc je pense que si on arrive à bâtir un truc dans lequel on n'arrivera jamais à le massifier sur toute une jeunesse d'une région, mais si on arrive à le faire sur quelques milliers de jeunes, je pense que c'est au moins de ça de gagner. Après, il faut être motivé, il faut avoir envie, on n'a pas forcément envie. Je trouve que ça a du sens. Voilà. Enfin, si vous me permettez de faire un commentaire. Bien, merci pour ces explications et cette présentation. On va passer sur la troisième. Alors, vous aviez fait pardon, excusez-moi, monsieur. Vous aviez fait un rapport sur le salon de l'orientation, là, avec ce qui n'allait pas, c'est ça? Enfin, si je puis me permettre, il est en cours de finalisation. Ah, je ne pas. Marion a beaucoup travaillé dessus et c'est un de nos projets d'Indy de retravailler, de mettre en place. On refait un salon d'orientation cette année, je ne sais plus quand. Février, c'est ça. Donc ça serait bien qu'on puisse savoir assez rapidement pour que si vous estimez qu'il y a des choses sur lesquelles on peut l'améliorer, qu'on puisse l'améliorer. On ne va pas dormir cette nuit, on va pas là-dessus. De toute façon, ça ne sert à rien de dormir. Et donc enfin la troisième thématique. Alors attendez, il y avait ça, parmi les grandes pistes sur l'orientation, il y avait quoi d'autre? Il y avait le déplacement, la mobilité. C'est ça? Alors la mobilité, honnêtement, le billet gratuit, je me méfie, quoi. Le billet gratuit qui va me permettre de pouvoir me caler un week-end chez des copains, je me méfie un peu. La question de la mobilité, d'une part, ça va nous coûter une blinde, et deuxièmement, et d'ailleurs, je profite pour dire, c'est que quand on a fait le salon d'orientation, on a payé des bus dans les établissements scolaires. Hein. Donc, quand on a fait les Olympiades des métiers sur l'apprentissage, je ne sais pas si ça va entre vous y êtes allé, on a quand même payé des centaines de bus pour permettre aux jeunes de venir rencontrer les métiers. Donc déjà, j'allais dire, on le fait. Mais considérons qu'on rentre plus dans une démarche individuelle pour favoriser la mobilité. Je pense que c'est un vrai sujet, mais après, il faut quand même on l'encadre pour s'éviter qu'il y ait des effets d'opportunité, des effets d'aubaine, du genre, ça me permet d'aller voir une petite copine ou un petit copain. Monsieur, on a plus pensé au fait de créer une sorte de page d'hébergement pour vraiment être rassuré que le jeune est vraiment des la page d'hébergement, ça peut vraiment un système de bus en fait. Donc les gens s'inscrivent et par exemple quand un bus est plein avec toutes les inscriptions, et bien là, il y a juste je pense plus pour la journée. La journée de l'apprentissage. Bon, à creuser, mais il faut quand même qu'on soit un système dans lequel là, ça s'adresse à combien de jeunes à chaque fois, quoi. Le budget régional ne va pas y suffire. Non, alors c'est important parce que, si je peux me permettre, il y aura une phase de travail sur la réalisation des actions. Et donc, elles doivent être budgétées. Et donc, forcément, à un moment donné, il y aura des échanges. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Tout ne va pas être soumis au. Il y aura dans les phases, là, ils vont aller sur les territoires, confronter leurs propositions auprès des jeunes. Après, il y aura un travail d'accompagnement avec les techniciens. Ils vont rencontrer un certain nombre de personnalités qui sont des experts des questions. Et c'est seulement après ça que les élaborations avec
la minutie budgétaire qui va avec vous sera proposée, et il y aura un ultime échange avec vous en octobre, a priori, pour justement confronter et pas arriver, je dirais, en décembre en disant on va à la plénière avec ça. Tout ça aura été filtré évidemment avec eux et avec les personnes qui sont en capacité de rendre réalistes les propositions. Oui, l'idéal serait en effet que les travaux et les pistes définitivement retenues fassent l'objet d'un débat avec les conseils régionaux. En décembre. C'est prévu? En décembre. D'accord. En décembre, si les élections sont maintenues en mars, sinon on aura un peu plus de temps pour... Ça, vous appelez Emmanuel Macron et vous lui posez la question. Ne le pas. Je vais vous donner son portable. D'accord. Ok. Bon. Ok. Mais sur l'orientation, hein, vraiment, il faut que vous soyez poil à gratter parce que c'est quand même un vrai sujet pour nous. On essaie d'y mettre beaucoup de moyens, d'y mettre beaucoup d'énergie parce que c'est une vraie faiblesse. Donc, n'hésitez pas à partir de votre propre expérience aussi, hein, parce qu'à 30, honnêtement, vous avez un panel qui doit correspondre à peu près aux problématiques que rencontrent les jeunes de Normandie. N'hésitez pas à nous inspirer et voyez Denis Le Boucher, qui vous présente un peu ce qu'il a envie de faire et éventuellement n'hésitez pas à lui dire ce que vous faites là, ça colle pas. Voilà. Enfin, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin non plus. Okay. Bon. Parce que la question de l'orientation, c'est pas qu'une fois. Quoi. Le problème de l'orientation, c'est que, enfin, dans sa propre construction, c'est pas simplement une journée, quoi. C'est un vrai cheminement. C'est le moment où vous voulez pompier ou policier, vous avez 5 ans, et le moment où finalement vous choisissez votre voie, à part ceux qui sont déterminés, qui à l'âge de 6 ans, font déjà à 18 ans, on fait le même boulot que celui qui sont été à 6 ans, la plupart du temps, vous évoluez beaucoup. Hein. Je sais pas, est-ce que vous faites ce que vous pensiez que vous alliez faire à 6 ans ou 7 ans? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous ferez demain, c'est suffisamment calé? Non? Bon, enfin voilà. Bon, donc, ok. On continue à pencher sur le sujet. On va être prêt pour le mois de décembre. Et enfin, la troisième thématique, qui est la pratique sportive des jeunes Normands, et puis je crois qu'on est plutôt bien ici. Je vais t'aider pour en rebondir si nécessaire. Et je vais laisser la parole à Alassane pour présenter cette thématique. Du coup, je vais vous présenter la thématique de la pratique sportive chez les jeunes Normands. Qu'est-ce que vous faites comme sport, vous? Je fais du volley. C'est bon? À peu près. Vous êtes dans un club? Ouais. Où ça? À Elbeuf. Je sais pas si vous connaissez. J'étais. Quelle journée? Samedi, j'étais jeudi. À Elbeuf? J'étais à Saint-Aubin-les-Elbeuf et je suis passé par là. C'est à côté. Pas très loin. Non, mais j'étais passé par là. Je suis passé par Elbeuf. Je suis pareil. Je suis allé chez Sanofi, vous voyez. Elbeuf, c'est grand. Hein. Du coup, je vais continuer. Après, nous, en fait, après la rencontre avec un début de camp sur la thématique du sport, on a décidé d'orienter notre sujet de travail sur comment faciliter la pratique sportive chez les jeunes. En fait, comment les amener à une pratique plus, disons, loisir. Et comment faire en sorte que les clubs ou les associations attirent les jeunes dans leur club. Du coup, là en ce moment, on est dans une phase de recueillement des avis. Je vous avoue que c'est un peu compliqué au vu du
du confinement. Qu'est-ce que vous avez fait? On fait une petite pause là. Qu'est-ce que vous avez fait durant toute cette période de confinement? C'est juste après. Ah, c'est après? Pardon. Pour me relaxer, en fait, on a rendez-vous avec monsieur Nicolas Marais, qui est le président du CROSS. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il est. Je ne connais pas le CROSS, je ne connais pas les bœufs. Non, je ne sais pas ce que vous savez, monsieur. Non, je ne sais pas tout, moi, s'en fout, mais. Et je m'occupe de ma région, quoi, donc je la connais un peu, et je connais un peu les structures qui sont autour de la région. Et on a rendez-vous aussi avec un élu de sport de la ville de Caen, qui s'appelle M. Aristide Olivier. Et ils vont nous aider tous les deux à relaxer un peu notre projet. C'est pas facile, là. Hein. Bon, c'est vraiment dur. Du coup, de trouver des idées pertinentes et capable de faire réellement des choses sur la pratique sportive la plus large. C'est facile quand il s'agit de se dire là, on est en train de faire un site de très haut niveau, accueillant à la fois les ligues, les formations, les startups du domaine du sport, les équipes nationales ou internationales. C'est facile, si je peux dire, au sens. Développer la pratique du sport pour tous, c'est plus compliqué. Hein, et là, qu'est-ce que vous aviez comme piste, par exemple? je ne les ai pas notés. Mais on avait. C'était après le recueillement des avis, on avait quelques-uns. C'était faire en sorte que les associations aient plus, et les clubs du coup, sportifs aient plus de visibilité dans l'endroit où ils sont. Et vraiment faire en sorte de rendre plus attractif le sport. C'est pas juste courir le dimanche matin ou aller courir un peu. Alors Claire, vas-y. Il y a des schémas qui existent, c'est vrai que les clubs... Vous entendez là? T'as moins d'organes que moi. Les clubs aujourd'hui ont tendance à aller vers la compétition. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont envie de pratiquer un sport, mais pas forcément faire de la compétition. Et donc c'est là où il faut faire évoluer la mentalité des clubs, parce que les fédérations, souvent, elles ont aussi des directives, il y a des ligues. Et les clubs ne sont pas préparés en fait à proposer du sport pour tous, un petit peu à la carte, en quelque sorte, de ne pas vouloir tous les dimanches faire des compétitions, etc. Ça paraît tout à fait logique, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit, on a envie de faire plusieurs choses, voire plusieurs sports. Et cette évolution-là est en cours, mais je crois qu'il manque de formation quelque part où les animateurs sportifs ne sont pas préparés encore à ça. Et je crois qu'il y a un coup de pouce aussi à donner à ce niveau-là, parce que ce qui se pose aussi comme problème juste derrière, justement, c'est que le privé, lui, s'empare très bien de tout ça, et que du coup, les clubs sportifs ont moins de licenciés parce qu'ils vont vers le privé. Donc il y a quelque chose, je pense, à creuser là-dessus pour faire évoluer la mentalité des clubs. Qui avait travaillé sur ce sujet-là? Pas que des garçons. Non. C'est vous aider à Sophie? Ok. Bon. Là, vous aviez fait quoi? La prochaine séance, la prochaine slide. Ok, moi j'ai un sujet là que j'ai travaillé avec les universitaires qui composent le GIEC normand, puisqu'on a fait un GIEC régional. Ils ont bien avancé. Ce serait bien que vous puissiez avoir voilà, les profs qui sont déjà tellement sollicités. C'est prévu? Oui, c'est prévu. D'accord. Ils sont informés, il y a sans doute entre septembre et décembre, voilà. Vous ayez le temps d'intégrer ça dans vos réflexions. Bon, parce que vous, la réchauffement climatique, vous allez le vivre. On vit déjà, mais enfin, vous allez subir les impacts. Ok, bon, d'accord, donc c'est prévu ça. D'accord, voilà. Donc, ce serait bien que vous puissiez éventuellement avoir. D'ailleurs, comme eux aussi veulent aller dans le conseil régional,
pour être une journée où on puisse à la fois c'est ça, et puis la journée. Bon, pardon monsieur. Il y a une chose qui est sûre avec ces trois thématiques, on ne savait pas avant de savoir, n'ayant pas de moi, c'est un Voltaire. En tout cas, on s'est enrichi, on a appris et on apprendra encore dans le futur pour mener ces projets à bout. Donc maintenant, on va pouvoir passer à ce qu'on n'a pas pu faire, mais surtout ce qu'on a pu faire pendant ce confinement. Et pour ça, je vais laisser la parole à Mathilde. On a été obligé d'annuler les rencontres territoriales avec les jeunes, qui avaient pour objectif de recueillir encore plus d'avis. Mais elles vont être reportées sûrement en septembre et ça va être intéressant. Et on a été obligé aussi d'annuler la présentation de nos travaux qui aurait dû être faite aujourd'hui. Mais enfin, comme on n'a pas pu travailler, on n'a pas pu écrire nos projets, donc ça va être reporté aussi. Mais l'avantage, c'est qu'en septembre, vous pouvez aller dans les lycées, a priori. Oui. Vous voyez, il y a la MJC, etc., mais c'est pas idiot que vous puissiez éventuellement même aller dans des classes. Oui. Vous voyez Cependant, on a quand même fait régulièrement des visioconférences par groupe de thématiques pour quand même écrire notre trame, qu'on a ensuite, comme on a pu le dire précédemment, poser des questions à nos proches. Et on a aussi fait un plateau virtuel avec Reporters Normandie Jeunes et quelques jeunes éclaireurs Rousseau. Et il y avait aussi quelques jeunes à la technique. Et ça nous a permis de se voir et puis de quand même travailler ensemble. Et alors, non, mais ça, c'est ce que vous avez fait au titre du CRJ ou ce que vous n'avez pas fait au titre du CRJ, mais ça a été quoi votre vie là, durant les 3 mois là? C'est juste après. Vous avez décidé de désagréable jusqu'au bout. Et c'est là, du coup, on va plutôt présenter ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste à faire. Et pour ça, en 20 secondes, Sophia, top chrono, je te laisse prendre la parole. Merci, je vais faire de mon mieux pour aller plus vite. Ouais, mais prenez votre temps. De l'organisation de nos travaux, donc des travaux du CRJ jusqu'à la fin de l'année. Donc le CRJ fera sa rentrée fin août pour un stage. Il y a 3 propositions de stage, 3 ateliers. Donc il y en a un Web TV, il y en a un autre qui sera focalisé sur la méthodologie de gestion de projet. Et le dernier, ce sera du média training et aussi un atelier de prise de parole en public, enfin, comment s'exprimer en public, comment se tenir. Vous n'avez pas de difficulté pour vous parler en public. C'est gentil, merci. Comment, mais pas que vous, hein. Comment répondre à une interview, comment faire passer un message, etc. Donc d'ailleurs, au passage, si je peux vous rappeler ceux qui n'ont pas encore fait de s'inscrire sur un des ateliers. Alors ensuite, courant septembre, si les circonstances sont favorables, on pourra aller sur le terrain pour sonder les jeunes directement. Ça donnera lieu à une restitution en plénière à Caen, si je ne me trompe pas, le 26 septembre. Ensuite, en octobre, on se retrouvera à Olcat pour un week-end. Je crois que c'est le 10 et le 11 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on passera à la rédaction de nos propositions d'action. Et aussi, on commencera à réfléchir, soit la semaine d'après, soit début novembre, à justement finaliser nos propositions d'action. Et aussi à la présentation de nos projets pour voir comment est-ce qu'on va présenter ça devant les élus en décembre. Parce que le mois de décembre sera assez chargé, en plus du rush de Noël, on aura la présentation de nos projets du coup au conseil régional. Et aussi, vous pouvez noter qu'à partir de maintenant jusqu'au mois d'octobre, on pourra échanger et prendre contact avec les différents élus et les agents de la région en rapport avec nos thématiques, chose qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, à cause des circonstances exceptionnelles auxquelles on a pu faire face. Voilà. Je repasse le micro à Antoine, je sais pas. C'est hyper chargé, hein. Vous allez y arriver? Ah, je veux dire, c'est... Puisque vous l'attendiez tant, bah voilà la séquence. Allez. Eh bien, Thierry, est-ce que tu veux dire un mot sur ce confinement? Il faut que vous me disiez à chaque fois où vous habitez. Moi, j'habite à Gaillon, dans l'Arc. Mon confinement. Ne me posez pas la question si je connais. Mon confinement, c'était calme. J'étais. Vous êtes où en temps? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel établissement scolaire ou... Je travaille. Vous travaillez où?
Je suis recruteur de donateurs sur Paris. Car je travaille pour une association, je récolte des fonds. D'accord. Alors? Et donc du coup, j'étais en confinement avec ma famille, du coup, à Gaillon. C'était plutôt calme. Très très calme. J'ai failli déprimer, mais je suis là, toujours vivant. Et alors, et la famille avec vous, ça a été... Ma mère qui travaillait, qui était infirmière. Donc, il y avait juste elle qui sortait de la maison. Et moi qui allais courir un peu. Et on pouvait être en contact avec les autres. Même si j'étais pas trop présent, j'avais perdu un peu ma motivation par rapport au CRJ un peu. Mais je suis motivé plus que jamais. Et pourquoi vous aviez perdu votre motivation? Peut-être le fait d'être seul, enfermé un peu, pas trop sortir, un peu tout ça. Et vous avez vraiment respecté le confinement? Oui. À un moment donné, il y aura la police. J'ai vraiment respecté, j'allais courir 2 fois par jour, histoire de sortir, de prendre l'air. Et votre maman, elle est infirmière à l'hôpital? Oui, à l'hôpital. En fait, elle était dans un centre, justement, ils avaient mobilisé 3 services, c'était spécial Covid, justement. Et donc c'était un peu sa routine. L'État avait mis en place des taxis qui venaient la chercher à la maison directement. C'était plutôt sympathique. Ok. Bonjour, moi c'est Amadou, j'habite à Caen, au Chemin Vert. Donc moi, le confinement, ça a été un moment dur comme tout le monde. Au début, j'ai été confiné que la première semaine, après j'ai continué. Vous vivez l'un et l'autre, vous vivez dans des appartements ou en maison? Dans un appartement. Moi, dans un appartement. Donc j'ai été confiné la première semaine, après j'ai continué à travailler. Vous travaillez où? À la pépinière, j'ai été à Saint-Comté. Et donc en fait, vous n'avez pas vécu le confinement. Vous vivez chez vous, dans votre famille, vous avez votre propre logement? Non, en coloc avec d'autres personnes. Et les copains, ils faisaient quoi? Et ils étaient confinés. Moi, c'était très calme aussi. Je suivais les cours à distance parce que je suis au lycée. Mais donc, vous habitez où déjà? À Saint-Lô. Dans une maison. C'était plus facile avec le jardin. J'avais de la chance. Et donc, vous avez vraiment suivi les cours? Au début, oui, beaucoup. Puis après, j'ai perdu un peu de motivation. Et les profs, comment? Ça dépend des profs. Il y a des profs très carrés qui donnaient beaucoup d'enseignements et d'autres moins. Donc, et là, vous aviez quoi? Des enseignements à distance? Des vidéoconférences aussi. Des vidéoconférences? Ça dépendait des matières. Et les vidéoconférences, c'était quoi? C'était un prof qui avait fait un cours et qui le postait ensuite sur l'espace numérique? C'était pas un cours, c'était plutôt corriger les exercices pour voir si on avait bien compris. C'était pas cours, c'était compliqué à faire parce que il n'y avait pas tout le monde qui avait accès aussi au numérique, donc j'essayais de faire le moins. C'était un peu facultatif. Quoi, donc, Et donc vous aviez vos. Parce que moi j'ai des enfants bas âge et donc tous les jours on se tapait les devoirs à faire. Et donc tous les soirs on avait les corrections de la journée et les devoirs du lendemain. Vous, ça marchait bien le même système? Vous vous organisiez sur une semaine? C'était quoi parce que vous êtes, C'était surtout la semaine. Il y avait quand même une semaine pour travailler. Et puis vous donnez votre programme de la semaine et puis après vous vous débrouillez. C'est ça, voilà, on s'organisait. On s'organisait, donc c'est ça. C'était pratique. Et donc vous avez quoi? La vidéo? La vidéo et des cours en PDF. Alors, je vous pose la question parce que si malheureusement on a le Covid à l'automne, ça veut dire qu'il va falloir réorganiser totalement l'enseignement. Vous verriez ça comment, vous, pour un système qui marcherait bien? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Vous, la question que je pose à votre copine, je vous la pose aussi, qu'est-ce qui a vraiment dysfonctionné? Parce que là, si je comprends bien, au début, vous avez bossé, puis après, vous n'avez plus rien foutu. Si, j'ai continué un petit peu, mais moins. J'avais moins d'assiduité. Il n'y a pas beaucoup de cernes. Hein.
Comment vous organiseriez ça pour que, imaginons qu'à l'automne, en octobre-novembre, vous soyez obligé de continuer à avoir des classes restreintes, donc avec des jeunes qui viendraient un jour sur 2 ou un jour sur 3 au lycée. Comment vous imagineriez le système? Monsieur? Je pense qu'il y a un problème dispo, c'est pour certains parents qui ne sont pas forcément en mesure de prodiguer des cours en fonction de la classe de leur enfant, qui ne sont pas forcément qualifiés, qui n'ont pas de diplôme, du coup ça peut être de plus pour la connexion Internet, qui est en fonction des territoires, ça peut poser problème aussi. Vous aviez des mauvaises connexions Internet la plupart du temps? Ah ouais? Parce que nous, je crois que ça ne marchait pas trop mal. Ah, il y a des fois, ça des jours bien. Dans la campagne. Moi, je suis à la campagne. Pour rebondir là-dessus, moi je suis étudiante en droit et du coup à l'université on a commencé à avoir des cours par visioconférence et en fait les serveurs étaient totalement saturés donc c'était pas possible. Ils nous envoyaient les cours en PDF, on avait des chats pour suivre mais c'est pas possible de suivre. Enfin, les chats ils s'envoyaient en décalé, on envoyait une question au prof, entre temps il y avait 40 messages, c'était impossible à suivre. Donc je pense que après dans les lycées je pense que c'est déjà plus... Vous aviez des chats avec les profs? Oui, c'est ça, des chats aux heures du cours, aux heures où le cours était dispensé en temps normal. Pourquoi ça ne marchait pas? En fait, il y avait trop de chats sur le même temps. Donc les serveurs, vu que ça dysfonctionnait, on était déconnectés en permanence. Donc on était là, on posait une question. Peut-être que l'enseignant pouvait répondre à votre question, mais en fait, quand le chat se fermait, on n'avait plus accès aux questions précédentes. Donc on restait dans l'ignorance. Enfin, c'était vraiment compliqué cette période. Donc je pense que ça devrait passer pour un second. Mais là, les visios, ça c'est impossible. Hein. Ça, très clairement, compte tenu de ce que représente la charge, ça on a déjà prévu, on a eu une réunion avec les proviseurs cette semaine, et donc très clairement, c'est impossible. Il n'y a pas un réseau qui tient. Ou alors si un cours, 30 élèves, mais l'idée qu'il puisse y avoir des visios, par exemple, de je ne sais combien de profs dans un lycée, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc vous verriez ça comment vous alors? Je sais bien en fait, le problème c'est que je pense que pour ne pas décrocher, il faut avoir vraiment un rapport, voir l'autre, très clairement. Et on s'est rendu compte au moment où on travaillait nos thématiques, parce qu'on faisait des visios, mais c'était par des réseaux, on passait par Messenger, par Jitsi, bon ça buguait un peu plus, mais ce rapport-là, c'est ce qui permet de rester motivé. Et dans mon groupe, dans ma thématique de travail, on en avait beaucoup, et je pense que c'est pour ça que, contrairement aux autres, on a pu rester beaucoup plus motivé et plus concentré sur nos thématiques. Et en revanche, à un moment, je sais que pendant 2 semaines, on n'a pas fait de visioconférence, et là, c'est le moment où j'ai totalement décroché. Pendant 2 semaines, j'ai pu travailler dessus. Mais vraiment, le rapport à l'humain est vraiment très très important. Quand on est en fac de droit, de toute façon, on n'a jamais besoin de travailler. Oui, et d'ailleurs, je vais rebondir sur mon confinement. Là. Moi, je dirais que mon confinement a été assez studieux puisque je suis en première année, mais c'était assez dense. D'ailleurs, je ne suis sortie qu'une seule fois. Je suis sortie 2 fois faire du sport tous les jours. J'étais assez sage sur les attestations de sortie. Et sinon, j'ai validé mon année et en ce moment, je fais un stage. C'est chez Maître Denu, qui est aussi vice-président de région, vous devez les connaître. À Lançon. Oui, c'est ça, à Lançon, et je l'ai suivi un peu cette semaine aussi dans ses déplacements pour la région, et du coup, ça me fait un peu bizarre de recommencer à sortir, à faire beaucoup de choses. J'avais perdu l'habitude d'avoir un rythme comme ça, de vivre, de faire beaucoup de déplacements. Donc vous êtes resté enfermé chez vous? Oui, c'est ça. Je travaillais pour la région pour mes études, puis d'autres activités. Mais personne n'a cherché à avoir une expérience particulière pendant cette période, je sais pas, d'aller à la découverte ou à la rencontre de domaines dans lesquels naturellement on ne va pas, ou non? J'ai beaucoup bricolé. Beaucoup bricolé? Ouais, j'ai beaucoup travaillé sur la maçonnerie, charpentier. Ah, vous savez maçonner, vous? Ah, maintenant, je pense à une reconversion professionnelle. Je suis pas au même niveau, mais j'ai commencé à suivre des cours d'italien en ligne et j'ai essayé à la couture, mais c'était pas mon domaine, donc j'ai laissé tomber très rapidement. Et
Et vous, Monsieur le Président, vous êtes peut-être lancé, mis à part votre agenda qui était bien rempli, sur, mais moi, sur pas d'autres sujets. Moi, j'ai été déconfiné tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre confinement, sur vos actions, sur ce que vous avez mené, qui vous avez rencontré, les acteurs économiques, politiques? Ils nous ont. Ça a été assez surprenant. Il y avait quelques collaborateurs qui étaient à la région. Sinon, ils étaient tous confinés dans leur château. Et en fait, moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai tout le temps bossé, quoi. Et donc, au début, un peu dans le stress. Moi, j'étais naturellement très inquiet. Et puis, quand j'ai commencé, alors, on a fait beaucoup de visio, beaucoup de conf call, etc. Bon, c'est épuisant en plus à la fin de la journée. Et puis, c'est pas la même relation. Comme vous disiez, il y a un moment, il faut qu'il y ait une relation humaine en affaires. Imaginez la même réunion que celle-ci si elle était en visio. Ce ne serait pas la même. Et donc, au début, quand j'allais soit à Rouen, soit à Caen, j'avais cette espèce d'angoisse qui s'était installée. On pensait on était tous entre la vie et la mort. Donc, le seul fait de toucher une planche nous inquiétait. Le seul fait de rencontrer un collaborateur qui avait l'air parfaitement sain, qui était à 25 mètres, qui était encore trop près. Et donc, il y a eu cette période-là. Et puis nous, on a eu pas mal de visio avec les membres du gouvernement. Le Premier ministre aussi. Et donc on a eu plusieurs temps. Dans le premier temps, le lendemain du confinement, la décision de nous priver de liberté, on a été au même moment dans la capacité et le droit d'acheter des masques. Donc le premier combat qu'on a mené, c'est trouver des masques pour le personnel soignant. Alors, ce n'est pas notre compétence, en réalité, tout ça organisé par l'État. Et donc, on a passé un week-end à chercher des masques. Avec des propositions, des gens qui nous disaient il faut payer sur un compte au Liechtenstein, un autre au Bahamas. Enfin bon, voilà. Donc, mais en l'espace de 48 heures, on a trouvé des masques. Chacun faisant marcher ses réseaux. Alors nous, on a un WhatsApp commun des présidents de région. Donc, les uns disaient mais toi, est-ce que tu as une bonne piste? Tiens, celui-ci me paraît sérieux, etc. Donc, on s'est pas mal épaulé pour trouver les différents types de masques, puisque, comme vous le savez, il y a ceux pour les personnes soignantes qui étaient face aux gens atteints du Covid, ce qu'on appelle les FFP2, et puis de l'autre, des masques chirurgicaux de base, qui sont les masques que vous avez, j'imagine, dans votre poche ou dans votre sac. Donc ça nous a quand même occupé sérieux. Le deuxième sujet, ça a été de mettre en place on a été confinés, au bout de 48 heures, il a fallu qu'on s'interroge sur comment on allait aider les entreprises de Normandie à ne pas sombrer. Donc on a eu à la fois des discussions avec l'État sur la mise en place des dispositifs économiques et de l'autre, des dispositifs régionaux. Donc on a rencontré, soit en visio, soit en conf call, des chefs d'entreprise, des représentants des filières régionales. Ça aussi, ça nous a beaucoup occupé. Et puis après, penser les dispositifs, en discuter avec eux. Donc ça a été le deuxième pan. Après, il y a toutes les mesures d'adaptation. Il y en a sur lesquelles moi, je n'ai pas travaillé, qui sont toutes celles liées aux conditions de vie de travail des fonctionnaires de la région. C'était plutôt le DGS avec parfois des demandes d'arbitrage sur tel ou tel point. Mais il a fallu que le DGS et chaque directeur ensuite imagine, parce qu'on n'a pas le droit de dire on ferme et puis on rendez-vous dans 3 mois. On a un service public. Mais, par exemple, il faut payer les stagiaires de la formation professionnelle. Vous savez que quand vous partez en formation pour les demandeurs d'emploi, vous avez une rémunération. La question que ces gens-là puissent ne pas être rémunérés. C'est-à-dire comment on crée des conditions. À tout, Normandie, j'imagine qu'il y a eu des choses à mettre en place pour que tout ça puisse continuer à fonctionner. Donc on a eu plein de réunions sur des petits ajustements. Je n'évoque pas le schéma de transport, quel train on maintient,
quel train on ne maintient pas, parce que vous savez qu'au principe, c'était d'empêcher les gens de se déplacer. Donc il fallait maintenir du transport pour permettre à un infirmier ou une infirmière de pouvoir aller bosser, ou un câble d'Orange qui assurait la maintenance. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un qui m'a dit « mais moi je ne peux plus faire mon boulot, j'habite Caen, j'ai à Paris tous les jours, j'assure la maintenance des centres de... je ne sais plus quelle structure c'était. Vous faites arriver trop tard, il faut que vous mettiez à train plus tôt. » Bon. Donc on a eu, tout sujet confondu, les lycées, etc. Il a fallu qu'on crée les conditions de l'organisation de la vie dans ce schéma. Donc ça nous a beaucoup occupé. Après on a eu, parmi les sujets, le monde de la culture et le monde du sport. Parce qu'on parle toujours de l'économie, mais il y a un monde qui a été terriblement impacté, c'est le monde de la culture. C'est-à-dire que les comédiens, les troupes du spectacle vivant, tous ceux qui ont l'habitude d'être avec un public se sont retrouvés seuls, incapables de partager leur création, incapables de pouvoir faire une représentation. Donc en quelque sorte, une grande partie du monde dans lequel ils sont était condamnée. Donc on a beaucoup bossé avec eux pour essayer de trouver des dispositifs qui pourraient les aider, comment ils pourraient assez rapidement, sortis du confinement, retrouver un peu d'espace pour pouvoir présenter ce qu'ils font, retrouver des publics. Donc ça aussi, ça nous a assez occupés. Et puis moi, j'ai nettoyé mes terrasses, que je n'avais jamais nettoyées. Voilà, j'ai acheté un Karcher qui m'a permis de faire ce que à peu près tous les Français ont dû faire, c'est nettoyer les terrasses. J'ai fait un peu de peinture, voilà. Et je me suis levé plus tard que d'habitude. Ça vous avait pas fait bizarre? Quoi? Ça vous avait fait bizarre d'avoir beaucoup de temps pour vous? Eh ben non, parce qu'en plus de ça, moi je n'ai pas eu beaucoup, mais je finissais par me lever de plus en plus tard. Je ne sais pas si vous aussi, mais d'habitude je me lève entre 5h30 et 6h, et là je finissais par me lever à des heures qui étaient des heures de feignant pour moi. J'ai beaucoup bu. Et si je vous dis la vérité, on a beaucoup bu. Je vous ai vu sur téléphone, du coup. Ah oui, j'ai fait beaucoup de médias, oui. Comment c'était de parler à Anne Coudert? Je crois que c'était avec Coudert. Ah, je sais plus. Moi, en plus, j'étais tout content. Je le connais. J'ai fait beaucoup de médias. Ah oui, puis après, on a eu des tas de choses. Libérer nos plages, la pétition qu'on a lancée pour faire en sorte qu'on puisse accéder à nos plages. Non, parce qu'en fait, les médias, je faisais ça par Skype, pour l'essentiel, parfois par WhatsApp. Et alors, comme moi je suis au fin fond d'une vallée et qu'il n'y a pas de fibre, l'image était souvent mauvaise, donc si je vous raconte une anecdote, je finissais par aller chez la grand-mère des enfants, on avait installé un truc, mais alors, le papier peint de la grand-mère des enfants est un papier peint de grand-mère. Et donc, la chargée de com de la région était hystérique quand la première fois je suis allé chez la grand-mère. Là, il y avait une bonne image. Et derrière, il y avait un papier peint qui était un peu ringard. Si elle m'entendait, ce serait folle. Donc, j'ai fait beaucoup de médias, c'est vrai. Et j'ai oublié ça, mais ça m'a occupé. Et voilà. Et puis surtout, vous voyez, le truc le plus sympa, c'est que je suis divorcé, mais multi-divorcé. Et j'ai 2 enfants en bas âge, et j'ai eu un fils qui est beaucoup venu à la maison, qui est avec sa mère pour l'essentiel. Et au moment de la fête des pères, il m'a fait un long mot pour me dire que cette période de confinement était formidable, il a 11 ans, parce que j'ai enfin passé du temps avec toi. J'ai joué au foot, j'ai été faire des pique-niques dans la campagne. Au mois de mars, il ne faisait pas très chaud, donc vous avez l'idée, avec la merguez et la saucisse. Voilà,
je pense que je pourrais me réinscrire au PSG pour la saison prochaine. Voilà. Donc j'ai plutôt vécu comme vous, je pense, en période. Enfin, bon, j'ai des conditions de vie qui sont sympas en plus. Mais on a beaucoup travaillé. Mais la relation, la vie, bon, les gens vont changer de méthode probablement de travail, les choses vont s'organiser différemment, mais on ne s'empêchera pas d'avoir des relations encore humaines. Je ne sais pas, on ne s'imagine pas devenir des espèces de personnes demi-réelles parce que derrière un écran. Enfin voilà. Donc, et toi, Claire? Ah oui, mais alors, en revanche, à ce que vous disiez, qu'est-ce que j'ai bouffé le plus? Bravo. Terrible. Enfin bon, c'est pas très grave. Justement, je vous ai un peu suivi dans les médias pendant le confinement et même après. Et de manière générale, on a retrouvé beaucoup dernièrement la question de la décentralisation, notamment pour les masques, la réaction du gouvernement, etc. Bon, ça c'est d'autres questions, mais vous, personnellement, vous avez parlé vous avez demandé à ce qu'il y ait plus de décentralisation. Et comment est-ce que vous percevez ça? De quelle manière est-ce que vous envisagez un nouvel axe de décentralisation? Je crois que le président de la République a fermé à peu près la porte hier, hein, parce qu'il a beaucoup évoqué ça ces dernières semaines. Et puis là, l'interview qu'il a faite jeudi semble nous dire qu'on ne va pas encore avoir un pays moderne qui fait confiance aux pouvoirs locaux pour régler ce qui doit être géré au niveau local. Alors, il évoque l'idée de différenciation et d'expérimentation, mais moi je pense qu'elle est je prends les services de santé, je pense que, un seul exemple, je pense qu'une partie de la politique de santé devrait être décentralisée. Un peu à l'image de ce qui se fait pour les établissements scolaires, c'est vraiment un système où l'État garderait la main sur un certain nombre de choses, avec une fonction publique hospitalière, pourrait rester. Pour mieux adapter les ressources. Mais un schéma dans lequel les régions pourraient être réellement financeurs des structures, financeurs de projets. Je pense qu'on en aurait besoin parce que aujourd'hui, la politique de santé, c'est une politique de santé qui correspond à des critères qui relèvent de l'absurde. Parce que derrière ça, on oublie qu'il y a tout de même une dimension aménagement du territoire et accès à la santé pour tous. Quand la maternité de Bernay ferme, depuis qu'ils ont fermé la maternité de Bernay, ils ne la ferment que pour une seule raison, c'est qu'ils ont besoin de récupérer 2 postes de gynéco-obstétricien pour les mettre à Rouen et à Lisieux. Il y avait 450 accouchements, aucun problème de sécurité pour les femmes et les enfants, mais c'est juste une rationalité budgétaire qui amène à ce qu'on dise à un territoire, bien, vous n'avez plus de maternité. Et donc je pense qu'il y aurait grand intérêt à ce qu'une partie de cette politique de santé soit portée par la collectivité. Je pense que sur le logement aussi, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Il y a plein de sujets sur lesquels je crois qu'on serait capable d'être beaucoup plus opérationnel. Au-delà du fait que sur les masques, on a été capable de commander des masques en 48 heures. Je vois par exemple les chefs d'entreprise, lors d'une conf-call, c'était un mercredi, nous disent voilà, nous on ne peut pas reprendre le boulot tant qu'il n'y a pas de masque, tant qu'on ne puisse pas délivrer des masques aux salariés. C'est impossible. Un, ils ne le voudront pas, et deux, nous, on a une responsabilité qui est celle de faire en sorte que nos collaborateurs ne soient pas en danger. Eh bien, ils m'ont dit ça mercredi. Exactement 8 jours plus tard, on avait suffisamment de masques pour permettre à des milliers d'entreprises de recommencer une activité. Je vous jure que si ça avait été géré par l'État, on n'avait pas les masques 8 jours plus tard. Et donc il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on a besoin de permettre au pays d'avoir l'initiative. Et puis la décentralisation, c'est quand même une immense vertu, c'est que on est c'est un vrai acte de démocratie.
C'est-à-dire que les collectivités locales sont les seules à pouvoir construire des politiques dans un échange avec les citoyens. Si c'est une administration centrale, vous n'avez pas cet échange avec les citoyens. Vous avez des échanges formels, où les 300 personnes dans une salle, toujours les mêmes, tout a déjà été réglé à l'avance et puis on n'en parle plus. Regardez ce qu'on fait là. Si vous êtes suffisamment inspiré et que nous, on est suffisamment intelligent pour comprendre ce que vous voulez, eh bien, vous participerez qu'à la marge. C'est déjà pas si déjà que ça. Vous participerez à l'évolution d'un certain nombre de politiques régionales sur les sujets où vous estimez que vous avez des choses à dire. Quand on bâtit la politique agricole de la région, on l'a bâti avec des réunions de travail. On avait 280 paysans, représentants des organisations professionnelles, etc. On avait fait 10 groupes de travail et c'est comme ça qu'on a bâti la politique de la région. Et on essaie de le faire à chaque fois un peu sur ce modèle-là. Et donc ce travail-là, de construction collective, moi je reçois tous les jours des mots d'insultes parce que les trains ne marchent pas. Bon. Je ne sais pas qui ces mêmes personnes adressaient les mots d'insultes avant, probablement au directeur de la SNCF, mais qui dépendait de l'État, avec au bout du compte 3 fonctionnaires au ministère des Transports qui géraient les lignes normandes, inaccessibles, anonymes. Aujourd'hui, les gens savent que l'autorité organisatrice, pas tous, mais enfin ceux qui sont les plus concernés le savent que l'autorité organisatrice c'est la région. Et donc tous les jours, je me fais insulter. Alors comme en plus je donne mon portable facilement, je reçois des vidéos, des textos, les gens passent mon portable à d'autres, donc je reçois d'autres vidéos de machin, et comme on dit, on est à portée de baffe, quoi. C'est clair, quand les gens ont besoin de m'engueuler, ils savent où me trouver. Quand vous êtes une administration centrale, c'est introuvable. Donc il y a un vrai sujet démocratique, et c'est même plus important que la juste question de l'efficacité. C'est d'abord une question démocratique. C'est comment on rapproche le pouvoir des citoyens. Et comment les citoyens sont acteurs de la politique qui est menée et qui les concerne. Vous voyez bien qu'on ne peut pas simplement donner les clés à un président de la République tous les 5 ans dans une élection. Et que les gens, ils veulent autre chose. Ils veulent participer, ils veulent être acteurs de la vie dans laquelle ils sont. Voilà. Dans la construction des politiques. Et ça, c'est quand même clé. Du coup, c'est un sujet et c'est particulièrement. Et alors, qui est conseiller municipal maintenant dans sa commune ou sur le genre? Est-ce que quelqu'un, c'est vous? Un seul. Je ne vous avais pas proposé, je vous avais pas dit qu'il fallait que vous soyez conseiller municipal dans votre commune, un conseiller technique maintenant? Vous avez été rue? Donc il n'y a que vous? Bon, et combien sont présentés aux élections municipales? Ah, vous avez tous perdu? Putain. On a dit qu'on vous connaissait un peu et... Ouais, c'est pas bon. En tout cas, merci pour ce moment d'échange. Enfin, ceci dit, je vous donnerai quand même, on fait un sondage chaque année sur l'appréciation de la politique régionale dans les Normands, un très gros sondage sur 1100 personnes. On l'a eu hier. Et alors? C'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, donc on se revoit tranquillement avec vos propositions concrètes et écrites, c'est ça? C'est ça. Au mois d'octobre. Au mois de septembre, c'est ça? Octobre. Et donc on part sur l'idée que vous présenteriez ça au Conseil régional au mois de décembre. Si les élections sont reportées, ça vous laissera peut-être un peu plus de temps. Et puis l'idée, c'est qu'il faut vraiment que ça soit, je m'adresse aux collaborateurs des services, là, c'est qu'on ait des vrais rapports qui engagent la région et que ce ne soit pas simplement un débat. Ok, mais nous, on va avoir une vraie difficulté, c'est qu'on est ruiné. Hein. Parce qu'on a nos recettes qui s'effondrent. Comme elles sont liées à l'activité économique, on a moins de recettes. Et on a plus de dépenses. Donc on est une période un peu chaude. Hein. Et contrairement à l'État, on est forcément à l'équilibre. Donc on n'a pas le droit d'être en déficit. Donc,
Les arbitrages budgétaires de l'année prochaine dans les services, ça va être chaud. Bon, sinon tout va bien pour vous? Ouais? Bon, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Bah, vous êtes toujours en vacances. On va expliquer plus. Ouais? Ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette matinée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Rousseau. Merci, Monsieur Tellier, de nous accueillir ici. Merci à l'ensemble des collaborateurs de la région qui sont aussi présents aujourd'hui. Merci à RNJ. Et Monsieur le Président, Madame Rousseau, je vous invite à aller vous faire interviewer par un de mes camarades du CRJ pour répondre à quelques questions. D'accord. Merci beaucoup. Merci mille fois.